Très bon après-midi à vous tous qui suivez la télévision rwandaise. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'aujourd'hui. Des économistes estiment que le Rwanda doit augmenter ses sources de revenus fiscaux pour qu'il puisse jouer un rôle clé dans le développement du pays et ainsi l'aider à atteindre les objectifs qu'il s'est fixés d'ici 2029, ainsi que la vision du Rwanda pour 2035 à 2050. Les détails avec Kassim Youssouf. Différents rapports sur le Rwanda indiquent qu'en matière d'autonomie, le taux d'aide extérieure par rapport au produit intérieur brut est passé de 9% il y a 10 ans à 3% aujourd'hui. L'expert en droit fiscal et commercial Zafashkwanayo Dieudonné estime qu'il est nécessaire d'élargir les sources fiscales tout en examinant la pertinence des exonérations fiscales actuelles. Des entreprises telles que Netflix, Amazon ou Microsoft disposent d'une clientèle composée des Rwandais qui achètent les services et les produits qu'elles vendent, mais que ces entreprises ne paient pas d'impôts au Rwanda. L'un des moyens d'accroître les sources d'impôts et de percevoir l'impôt que doivent payer les entreprises qui pratiquent un tel commerce en ligne sans nécessairement être sur place au Rwanda, mais qui font des affaires avec des Rwandais. Et autre chose, dans le cadre d'accroître les sources fiscales et de réexaminer les produits exonérés en matière de taxes sur la valeur ajoutée ou le profit exonéré de l'impôt sur le revenu si c'est toujours nécessaire, et qu'il y ait un changement pour que ces produits reviennent à la liste de ceux qui doivent payer l'impôt. Des investisseurs, qu'ils soient rwandais ou étrangers, affirment que plus le pays sera développé, plus l'impôt et les taxes qu'ils doivent payer augmenteront, et cela jouera un rôle dans la construction du Rwanda que chacun souhaite. Il cite notamment des projets d'infrastructures majeurs qui contribueront à la croissance économique. Il s'est ajouté aujourd'hui le nouvel aéroport qui va booster le développement du pays parce que si je considère combien les aéroports de chez moi en Inde sont aux avant-postes pour contribuer à l'accélération du développement du pays, je trouve que sans aucun doute, l'aéroport international de Bugesera va favoriser notre développement en tant que pays et en tant que région en général parce qu'il va connecter le Rwanda et le reste du monde. Ce que nous avons accompli garantit qu'en 2050, le pays sera encore meilleur avec une industrialisation moderne et la création d'emplois. La part de l'impôt et taxes par rapport au produit intérieur brut a atteint 14,5% et l'objectif est de parvenir à un taux compris entre 18 et 19% d'ici 2029. Le deuxième vice-président de la Fédération rwandaise du secteur privé, Aimable Kimenyi, estime que le gouvernement et les acteurs du secteur privé devraient se réunir fréquemment pour prendre des décisions fiscales qui ne constituent pas un fardeau, mais qui servent les intérêts du pays. Même l'entrepreneur devrait réfléchir à la manière de mobiliser les fonds nécessaires, par exemple pour construire une ligne ferroviaire, car cela lui sera bénéfique. Il y a de l'investissement dans les loisirs et le sport, mais nous nous demandons pourquoi il n'y a pas d'événements hebdomadaires. Cela montre que si le gouvernement et le secteur privé ne collaborent pas, tout cela peut avoir un impact sur le pouvoir d'achat. Se réunir est la clé, c'est ainsi que d'autres pays se sont développés. Afin d'atteindre la vision 2035 et 2050, des analystes économiques estiment que le Rwanda doit augmenter la part de l'impôt au produit intérieur brut jusqu'à 21,5% d'ici 2035 et 40% d'ici 2050. Actuellement, le revenu moyen d'un citoyen rwandais est estimé à $1 000 par an.
L'objectif est qu'en 2035, ce revenu atteigne $4 000 et $12 000 en 2050. Et justement, pour parler des impôts, nous sommes joints au bout du téléphone de Teddy Kaberuka, analyste économique et politique. Bienvenue Teddy. Bon après-midi Michel. Oui, alors d'abord parlons des impôts. Quelle est l'importance des impôts dans l'économie d'un pays? Les impôts, c'est la source de revenus pour l'État. Donc l'État étant un acteur économique, il a besoin des revenus. Et une des sources de revenus pour l'État, c'est les impôts. Les citoyens payent les impôts, ils contribuent à leur développement et l'État a les moyens pour financer ses activités. De l'autre part, les impôts aussi ont un effet de distribution des revenus. Ceux qui ont plus, quand ils donnent des impôts, ils permettent à l'État aussi de donner des services à ceux qui n'ont pas. Donc, c'est aussi un effet de distribution des patrimoines du pays. Alors, vous venez de le dire, les impôts jouent un rôle primordial dans le développement d'un pays. Mais aujourd'hui, certains commerçants se disent en difficulté de payer déjà les impôts qui existent. N'est-ce pas un changement qui va être difficile d'accepter pour ces commerçants? Disons, mettons les choses dans leur perspective. Ce n'est pas seulement les commerçants qui paient les impôts, mais plutôt la grande partie des impôts est payée par le consommateur final. Donc, les commerçants, ils sont l'intermédiaire entre l'État et le consommateur. Moi, je dirais que à une situation pareille de l'augmentation des taxes, taxes et impôts, il y a un double effet. Il y a d'une part les recettes fiscales qui permettront à l'État d'augmenter ses capacités publiques, ses recettes publiques pour financer les services essentiels comme les infrastructures de base, la santé, l'éducation. Ça, c'est d'un côté. Mais le deuxième effet de cette augmentation va réduire le pouvoir d'achat des ménages ou alors des citoyens, disons. Parce qu'il permettra... parce que quand il y a augmentation des taxes et d'impôts, c'est le prix qui augmente et le consommateur final n'a pas les moyens d'acheter plus. Donc, ça décourage les consommations, mais en guise de conséquences, ça décourage aussi les investissements pour les entreprises. Alors, Monsieur Teddy, aujourd'hui, justement en parlant du consommateur final, le ministre des Finances et de la Planification avait indiqué hier que cela est dans le but de stimuler aussi l'économie et d'améliorer le bien des Rwandais. Aujourd'hui, on remarque que le pouvoir d'achat chez le consommateur reste, je dirais, stagnant. N'est-ce pas un défi dans les prochains jours qu'on va remarquer chez le consommateur? Effectivement, c'est ça l'effet de l'augmentation, parce que quand les taxes et impôts augmentent, ils ont un effet direct sur le produit sur le marché. Et comme tu l'as bien mentionné, le consommateur final a déjà les moyens limités pour sa consommation et du coup, il y a encore une augmentation des impôts, ce qui fait que les prix vont encore augmenter de plus. Alors, c'est vraiment un défi majeur pour envisager une croissance économique dans une situation pareille. Par contre, je dirais qu'il y a certains produits qui, pour moi, qui sont sur la liste des produits qui seront taxés, mais pour moi, sont des produits sensibles et comme on a annoncé, c'est déjà un projet de loi, je pense qu'il faut qu'on examine avec prudence, surtout les impôts qui sont relatifs au transport, au carburant. Je sais qu'une fois la loi passe, il y aura un effet sur le prix des produits pétroliers, sur le prix des transports, et par conséquent, ça va impacter tout le circuit économique.
Alors, nous avons eu cette liste, je dirais, de hausse des taxes comme les boissons alcoolisées, le tabac, les produits cosmétiques qui n'ont pas été écrits par le docteur, des dérivés informatiques, des cartes téléphoniques. Aujourd'hui, l'informatique joue un grand rôle. Pourquoi avoir spécifiquement choisi ces produits? Ben, tu sais, il y a des produits qui n'ont pas un impact lourd sur l'économie, hein. Surtout les produits du loisir, surtout les produits qui ne sont pas des produits de première nécessité, comme on dit, où la consommation, c'est un choix. Et le choix peut ne pas être fait et le consommateur n'a pas d'effet. Par exemple, le tabac. Si on se rend compte qu'on n'a pas les moyens et quand on n'achète pas le tabac, et voilà, il n'y a pas une grande perte au niveau macroéconomique. Mais néanmoins, il y a d'autres produits, s'il y a augmentation de taxes à ce produit, et ça a un impact immédiat sur le prix au marché. Donc, il faut faire la différenciation de ces deux choses. Oui. Le tabac, l'alcool, les produits de beauté, comme on les a mentionnés, ça sont des produits pour lesquels la consommation dépend des moyens du consommateur. Si le consommateur a les moyens, il peut les acquérir. S'il n'a pas les moyens, il ne va pas les acquérir. Donc, il y aura un effet sur le comportement du consommateur. Mais sur le plan général, ces produits, il n'y aura pas un grand fardeau au consommateur. Néanmoins, il y a d'autres produits qui sont sur la liste qui ont un impact immédiat sur la population, mais aussi sur les entreprises. Parce qu'il y a par exemple la taxe sur les véhicules, tu vois, la taxe sur le carburant, taxe sur la communication, l'achat de crédits pour la communication. Tout ça sont des éléments qui sont en jeu dans la production pour les entreprises, mais aussi pour les ménages. Donc, il faudra qu'on examine avec précaution ces éléments et si possible, revoir les tarifs. Alors, pour terminer, M. Teddy, quelles sont les principales leçons que, je dirais, le Rwanda pourrait tirer d'autres pays ayant déjà réussi à augmenter leurs impôts, leur taux d'imposition, tout en préservant la compétitivité et l'attractivité pour les investisseurs étrangers? Bon, tu sais, c'est une situation qui conduit au dilemme, hein, parce que quand tu augmentes l'impôt, c'est-à-dire que tu deviens moins compétitif. Mais alors, quand tu as besoin de recettes fiscales pour financer aussi les infrastructures, parce qu'il faut avoir aussi les infrastructures et l'investissement public pour attirer l'investissement étranger et même l'investissement public. Donc, c'est vraiment une situation très délicate où les deux éléments ne peuvent pas évoluer au même moment. Ça veut dire que tu ne peux pas augmenter les impôts et attirer les investissements privés dans le court terme, mais à long terme, c'est possible que quand l'État aura des moyens, quand l'État aura les capacités financières de financer ses activités, construire les infrastructures de base, et là, ça attire les investissements privés. Donc, il y a des effets à des moments différents. Peut-être pour apprendre ou alors attirer des leçons pour d'autres économies qui sont parvenues à avoir les recettes fiscales qui financent leur consommation. Bon, je dirais que c'est pour les pays développés, ils parviennent à collecter les impôts qui financent les dépenses publiques, mais aussi le taux de tarification est très, très élevé. Moi, je dirais que cette démarche vient dans le cadre d'une situation, disons, globale, où l'aide étrangère commence à se détériorer. Donc, je ne pense pas que les États peuvent encore espérer avoir plus de financement étranger, encore moins les aides. Donc, il faut qu'un pays qui est sur la trajectoire de développement décide et commence le processus de revoir son système fiscal, améliorer là où il y a les défauts de collecte d'impôts, augmenter l'assiette fiscale, mais tout en observant
quel type d'impôt il faut introduire, quel type d'impôt il faut alléger pour ne pas créer un déséquilibre au niveau de l'inflation. Merci en tout cas, Teddy Kaweluka. Je rappelle que vous êtes analyste économique et politique. Merci de nous avoir donné cet éclairage. Merci aussi et bon après-midi. Le gouvernement du Rwanda, toujours en parlant de la fiscalité, a annoncé de nouvelles directives concernant la politique fiscale révisée. Ces directives ont été approuvées lors d'une réunion du Conseil des ministres qui s'est tenue ce lundi 10 février. Au cours d'une conférence de presse à Kigali ce mardi, le ministre des Finances et de la Planification économique, Youssouf Murangwa, a indiqué que cette révision s'inscrit dans le but de stimuler l'économie et d'améliorer le bien-être des Rwandais à travers le renforcement de la capacité à mettre en œuvre la deuxième phase des stratégies nationales de transformation NST2. Nous avons préparé cela pendant près de 8 mois, car une fois que nous savons ce que nous voulons atteindre, il est nécessaire de planifier comment le mettre en œuvre, a-t-il martelé. Avec cette révision, la taxe sur les cigarettes a été augmentée de 130 francs rwandais à 230 francs rwandais par paquet de cigarettes, tandis que les cigarettes vendues à l'unité verront une augmentation de 36%. Parmi les autres changements décidés par le Conseil des ministres concernant la politique fiscale figure la taxe sur les boissons alcoolisées qui passera de 60% à 65% du prix de vente à l'usine. L'annonce du ministère des Finances et de la Planification économique a également révélé que la taxe sur les cartes téléphoniques augmentera de 15% dans les 3 prochaines années. Le ministère du Genre et de la Promotion de la Famille demande aux confessions religieuses de continuer à soutenir les programmes gouvernementaux qui visent à assurer le bien-être et la sérénité familiale. Au cours des échanges avec les confessions religieuses à Kigali ce mardi, le ministère du Genre et de la Promotion de la Famille a invité les confessions religieuses à appuyer entre autres les programmes qui apprennent aux conjoints le sens de la responsabilité, le partage équitable des biens des membres de la famille et veiller à ce que les enfants soient protégés contre toute forme de menace. Cela est essentiel car lorsqu'il s'agit de façonner l'avenir du pays, l'enfant doit être mis au premier plan pour un Rwanda meilleur demain, a précisé le ministre du Genre et de la Promotion de la Famille. La ministre du Genre a également invité les leaders religieux à encourager la participation aux soirées de la famille, un espace idéal pour discuter des problèmes qui affectent la famille et chercher des solutions. L'archevêque de Kigali, le cardinal Antoine Kambanda, a déclaré que les membres de la famille devraient être formés à la manière de prendre soin d'un enfant dès sa naissance et de le suivre tout au long de sa croissance en lui apportant le soutien nécessaire. Il a ajouté que les religions et les églises doivent être à la pointe de l'accompagnement des enfants car un enfant est le symbole de l'amour entre un couple. Et à lui d'ajouter que les jeunes en particulier doivent être soutenus par des discussions religieuses et communautaires pour faire face à la violence basée sur le genre, éviter des drogues et le VIH et leur enseigner à assumer les responsabilités. Ici, il s'agit d'une constitution, d'une institution qui, avec la collaboration de toutes les confessions religieuses, nous cherchons à protéger la famille. Aujourd'hui, la famille est très menacée et la famille, c'est l'avenir de notre société. C'est la fondation même du pays, de la nation et la fondation aussi des confessions religieuses. Et c'est aussi une façon de préparer l'avenir parce que la famille est fondamentale. C'est voulu par Dieu et c'est pour cela qu'en tant que des confessions religieuses, nous avons tous ce souci de bien préparer, d'accompagner et d'avoir des familles solides et des familles avec les valeurs humaines, morales pour notre société. Quand la famille est la sécurité de la famille, c'est la sécurité de tout le pays.
La communauté rwandaise de France a rendu public un communiqué qui déplore l'attitude de certains médias à cacher la vérité et à propager des discours de haine à l'encontre de la population rwandophone suite au conflit de l'Est de la République démocratique du Congo. Et pour en parler, nous sommes avec Maître Richard Gisagala, avocat au barreau de Pontoise en France, mais aussi conseiller de la communauté rwandaise de France. Bonjour Maître. Oui, bonjour, merci pour votre invitation. Merci d'être avec nous. Pour commencer, comment se présente ce problème? Alors, la difficulté est que ce n'est pas un problème que nous avons constaté aujourd'hui. Le communiqué date de quelques jours, mais c'est un constat que nous avons fait depuis quelques semaines, depuis quelques jours, en tout cas depuis le siège et la prise de la ville de Goma par le M23. Donc nous constatons que depuis ce moment-là, l'information qui est diffusée par certains médias en France est une information qui est biaisée, qui ne reflète pas la diversité des opinions des spécialistes et des connaisseurs avérés de la région. Et surtout, ce que nous déplorons le plus, c'est que le discours qui est diffusé aujourd'hui laisse passer un discours incitant à la haine et à la discrimination, et surtout à l'hostilité de la violence contre la communauté rwandophone. Parce qu'en fait, on veut, c'est la seule opinion que nous attendons aujourd'hui, c'est cette partie de l'opinion qui veut faire porter le chapeau de tout ce qui se passe en République démocratique du Congo, surtout dans l'Est de la République démocratique du Congo, comme une responsabilité des Rwandais. Et c'est ce discours-là que nous entendons, c'est un discours qui passe sans être critiqué, sans que les médias, sans que les journalistes cherchent à déterminer la vérité et la réalité des faits. Et c'est ça qui nous a amené, c'est ce constat qui nous a amené à faire ce communiqué, à saisir les deux institutions donc que vous avez indiqué tout à l'heure, qui est l'ARCOM. L'ARCOM est l'autorité donc de régulation des médias et les médiateurs de certains médias. Alors, d'après vos analyses, qu'est-ce qui motive, je dirais, cette attitude de certains médias français? Alors, en tout cas, ce que nous constatons, on se base sur des faits concrets. Après, nous essayons de faire notre propre analyse. L'effet est que nous savons que le 7 janvier 2025, donc il y a à peine un mois, les autorités de Kinshasa ont adressé aux rédactions donc, de la chaîne de télévision TV5 Monde et du groupe France Média Monde. Et donc, c'est le groupe dont fait partie les chaînes de télévision France 24 et Radio France Internationale. Donc, les autorités de Kinshasa, à cette date, ont adressé une lettre de menace en les menaçant de sanctions exemplaires et sévères parce qu'ils les reprochent de ne pas diffuser une information qui n'est pas conforme à la ligne officielle de l'autorité de Kinshasa. Et donc, si nous savons qu'il y a ces menaces et que nous constatons ce qui s'est passé après, nous déplorons et nous avons peur en fait que ces médias peuvent peut-être céder à ces menaces. Et puis aussi, il ne faut pas oublier non plus le risque qu'il y a aujourd'hui, parce que 2 jours après cette lettre, le 7 janvier 2025, je pense que vous avez vu, tout comme nous, les menaces qui ont été faites de façon publique par le ministre de la Justice congolaise sur le réseau X, où il a menacé de mort toutes les personnes qui oseraient diffuser une information qui est différente de la ligne officielle donc des autorités de Kinshasa. Et donc nous ne faisons que constater ces menaces et le constat qui s'en est suivi, et nous craignons que ces médias peuvent céder à ces menaces. Alors, s'agit-il seulement de céder à la pression des autorités de la RDC ou bien il y a d'autres intérêts, je dirais, non tacites pour ces médias? Il pourrait y avoir d'autres menaces, mais nous, les faits que nous constatons, ce sont ces faits-là. Mais il ne faut pas non plus oublier qu'il y a les autorités de Kinshasa qui veulent faire passer leur message, mais on ne peut pas oublier non plus qu'il y a d'autres groupes de pression. Il y a des sociétés aussi occidentales qui peuvent avoir peut-être des intérêts dans cette partie du monde, qui eux aussi ont peut-être intérêt à ce que le narratif soit différent de la réalité. Mais nous ne parlons que des faits concrets, et les faits concrets que nous avons observés, puisque nous nous adressons à une institution devant laquelle il faut apporter des preuves, et nous, les faits que nous avons choisi de retenir, ce sont cette lettre et ces menaces, et pour nous, nous considérons que ce sont des faits graves,
qui nécessitent l'intervention de l'autorité de régulation. Pour rappel, si je peux me permettre, à l'ARCOM que nous avons saisi et l'institution publique qui est garante de la liberté de communication et qui doit veiller à ce que les médias audiovisuels respectent les règles applicables, notamment de l'honnêteté et de la rigueur dans le traitement de l'information. Donc, ils doivent garantir le pluralisme et la cohésion sociale. Bon, nous avons l'impression que c'est ce discours-là qui appelle à la haine, qui veut faire passer les rwandophones ou les Rwandais ou les populations qui parlent au Kinyarwanda d'origine rwandaise comme les responsables de tout ce qui arrive. On les accuse de commettre des massacres, on les accuse de commettre des exactions, on les accuse de piller les richesses du Congo et donc de les rendre responsables de ce qui arrive. Pour nous, c'est une incitation à la haine, c'est une incitation à la discrimination ou à l'hostilité. Et d'ailleurs, nous avons observé, nous ne parlons pas que de choses qui sont à l'air, il y a certains membres de la communauté rwandaise qui se sont fait qui se sont fait, je dirais peut-être interpellés sur les lieux de travail, parce qu'ils travaillent avec d'autres membres des personnes d'origine congolaise qui les reprochent ce qui se passe au Congo. Donc les choses dont nous parlons, c'est des choses qui sont concrètes. Et d'ailleurs, il y a une jurisprudence en France. Nous savons que certaines personnes qui accusent des communautés tout entières de faits graves ont été condamnées par les autorités françaises pour incitation à la haine. Et donc c'est pour ça que nous demandons à ce discours s'arrête. Nous demandons à ce qu'il y ait une liberté d'opinion et que la liberté, les menaces des autorités de Kinshasa ne puissent pas freiner la recherche de la vérité, de la réalité. Alors, en quelques mots, Maître, en écoutant ce que vous dites, donc, il y a toujours eu ce problème de propagation des messages de haine qui a longtemps été négligé par la communauté internationale. Êtes-vous optimiste que votre voix sera entendue? Écoutez, en tout cas, nous nous donnons les moyens pour que notre voix soit entendue. Il n'y a pas de raison à ce que nous soyons défaitistes. Donc nous avons les moyens, nous avons tous les moyens juridiques et légaux qui sont à notre disposition. Nous allons les activer et on espère, on ne va pas partir on ne va pas engager cette action en se disant que ça ne sert à rien. Nous espérons en tout cas que ça va marcher. Et si ça ne marche pas, si on n'est pas entendu, écoutez, nous saisirons la justice. Ce sont les seuls moyens que nous avons. Nous sommes dans un pays qui se dit un pays de droit, donc il n'y a pas de raison à ce que les voies juridiques qui existent ne soient pas respectées. Donc nous ne partons pas avec un esprit défaitiste. Nous sommes dans le bon droit, nous exerçons un droit que nous avons et donc nous espérons être entendus. Et si c'est nécessaire, nous saisirons la justice puisque l'ARCOM travaille sous le contrôle de la justice administrative. Merci en tout cas, Maître Gisagala. Je rappelle que vous êtes avocat et juriste. Merci d'avoir éclairé cette question. Je vous remercie pour votre invitation. Bonne journée à vous. Oui, et c'est sur ce que nous clôturons cette grande édition. Au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous souhaite de passer une excellente poursuite des programmes de la télévision rwandaise et d'ici là, portez-vous bien.